Bonjour. Et ben voilà, merci. Alors, comme chaque année, la salle n'est pas encore totalement accomplie, mais nul doute que les gens vont arriver. Nous sommes réunis pour les cinquièmes rencontres professionnelles de l'édition, que nous avons donc démarré il y a 4 ans. C'est une affaire d'intervalle et de piquet, hein. C'est pas très compliqué. Voilà, les cinquièmes. Et je remercie tous nos amis qui sont là pour en parler. Donc je vais essayer de les présenter dans l'ordre. Vincent Monadé, je ne vais pas redire mon traditionnel ministre du Livre. Non, voilà, mais qui est néanmoins le président du Centre national des lettres, qui est l'organe d'État qui s'occupe de l'édition et des livres. Antoine Lefébure, que vous connaissez, et qui est un historien des médias, un homme de technologie et surtout un espèce de troubleshooter, c'est-à-dire que c'est lui qui amène les contradictions paradoxales en général. Donc on va l'attendre là-dessus. On a Guillaume Valut, le fondateur et président d'une toute petite maison d'édition qui néanmoins s'appelle 100 000 milliards, c'est vous dire la taille du paradoxe, là, pour le coup, mais qui, lui, se lance dans l'édition en explorant toutes les formes de diffusion des histoires et de l'écrit, et il nous racontera un peu ça. Après, Blaise Missler, patron des relations institutionnelles de la SACEM, et qui représente, mais c'est formidable, Jean-Noël Tron, qui est sur une espèce de lit de douleur, si j'ai bien compris, et qui est là. Et tous les ans, nous invitons nos amis de la SACEM parce que le livre et la musique, bon, alors ça a à voir avec le sujet d'aujourd'hui, mais de plus, il y a des expériences pour nous, éditeurs ou hommes de livres, il y a des expériences à piquer chez eux parce qu'ils ont connu des crises solides et qu'ils s'en sont sortis. Pierre Dutilleul, directeur général du SNE, le syndicat national de l'édition, c'est-à-dire c'est l'homme qui sait absolument tout, avec lui aussi. Hein, avec lui aussi. Ils ne savent pas toujours la même chose, mais à eux deux, ils savent à peu près tout. Donc. Et le troisième qui en sait beaucoup, c'est Mathieu Simonet, qui est nouveau dans notre académie, je vais dire. Mathieu Simonet, qui est le nouveau président du SGDL. Le SGDL, je suis désolé, hein, je suis obligé de vous balancer l'alphabet, là, comme ça, en commençant. Le SGDL, c'est le syndicat, la société des gens de lettres. C'est lui, tous les auteurs. C'est lui qui représente ici à peu près tous les auteurs qui écrivent et qui vient de remplacer. Nous avions des rendez-vous précédents avec Marie Cellier, qui était son prédécesseur. Et ensuite, nous avons Patrick Volpiac, c'est important, parce que lui, c'est la région Nouvelle-Aquitaine, une grande région pour le livre, et lui, il est directeur général d'ALCA, et alors ALCA, je vais lui laisser dire ce que ça veut dire. Donc c'est l'Agence pour le livre et le cinéma en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, c'est l'homme de la culture, quelque part, de Nouvelle-Aquitaine, et il nous parlera de ses expériences locales, parce qu'il n'y a pas de raison que dans une industrie ou dans une activité ou dans un secteur comme la culture et comme l'édition, on ne puisse pas s'en sortir encore mieux en redonnant un peu de pouvoir au local. Le thème, alors les 5e journées, j'ai dit, donc ça en fait 4. Dans les 4 précédentes, on a beaucoup parlé des auteurs et des éditeurs, de qui gagnait de l'argent, qui n'en gagnait pas. Rassurez-vous, la conclusion entre tout cela, c'est que personne n'en gagne. Mais c'est pas vrai. Mais voilà, mais cela dit, le rapprochement, la discussion entre les auteurs et les éditeurs se sont faites pour le bonheur de la chaîne du livre. Alors on va plus en parler. On a beaucoup parlé aussi, y compris, et Antoine y reviendra, de la concurrence du diable digital. Du diable digital face au papier. Et l'année dernière, pour la première fois, on sentait quand même qu'il commençait à y avoir une forme d'apprivoisement
du digital par le livre et de respect réciproque. Antoine en reparlera, voilà. Mais cette année, le thème et le titre de notre débat, c'est « Augmenter la part du gâteau ». Je m'explique. On a passé beaucoup de temps, et on passe toujours beaucoup de temps à se demander pourquoi celui qui est à côté, dans le gâteau, gagne plus que moi, alors que c'est moi qui devrais gagner. Donc on se bat, mais on se bat sur un gâteau de dimension finie. Et on s'est dit, à un moment donné, il est temps de se demander comment on peut augmenter la taille de ce gâteau pour que chacun, dans la chaîne du livre, de l'auteur à l'éditeur, en passant par les libraires, par les médiathèques, par tout ça, puisse y trouver son compte. Alors pour démarrer traditionnellement, Pierre Dutilleul nous fait un petit point sur la santé de l'édition. Il sera aussitôt contredit par Vincent Monadé, je vous préviens. Et on commence et on continue comme ça. Voilà. Qu'il essaye. Alors, lorsque l'on parle de santé de l'édition, en fait, on parle de lectorat. Qui lit quoi, dans quelle quantité, etc. Est-ce que la lecture se porte bien? Eh bien, pas aussi bien qu'on le souhaiterait. En 2018, par exemple, on a vendu 2,5% de moins d'exemplaires que l'année précédente. Alors ça peut paraître anodin de dire ça, mais quand on sait qu'on en avait vendu 450 millions d'exemplaires en 2017 et 439 millions en 2018, ça fait quand même 11 millions d'écart. Alors 2,5%, ça paraît anodin, mais 11 millions, ça l'est nettement moins. Et donc, le challenge que l'on a dans ce métier, dans cet écosystème du livre, eh bien, c'est d'aller chercher des lecteurs. On peut toujours dire qu'on produit trop, qu'on publie trop, etc. Peut-être il faut toujours faire attention à sa santé et à sa ceinture, mais le problème pour moi n'est pas là. Le problème, il est d'aller chercher des lecteurs, qu'ils soient anciens lecteurs et partis vers d'autres horizons, ou des nouveaux lecteurs. Partis vers de nouveaux horizons, ça veut dire quoi? Qui sont nos concurrents finalement par rapport à la lecture? Lorsque vous posez la question dans votre famille ou auprès de vos amis, on vous dit « Ah mais j'ai pas le temps ». En fait, on a toujours le temps de faire les choses que l'on veut faire. Mais il y a dans sa vie des séries télévisées qui sont de grande qualité, Netflix, Canal et d'autres. Il y a les jeux vidéo, il y a la tablette et le smartphone. On y passe des heures tous les jours. Les voyages lointains, pendant ce temps-là, on ne lit pas. Bref, on a beaucoup d'occasions de ne pas lire. Notre défi, c'est de trouver des occasions pour lire et relire. On a eu une année 2018 en demi-teinte, c'était moyen. L'année 2019, elle s'annonce nettement meilleure, donc il faut ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a beaucoup de choses positives. Et notamment, à fin septembre, alors on n'a pas encore les chiffres à fin octobre, mais à fin septembre, eh bien, que ce soit les chiffres des distributeurs ou que ce soit les chiffres dits de GFK, les sorties de caisse des magasins, on est positif à fin septembre, qu'on regarde depuis le début de l'année ou qu'on regarde 12 mois glissants de septembre à septembre. Alors, optimisme mesuré, mais optimisme quand même, parce que quand on analyse ces chiffres, eh bien on voit que l'on va chercher des nouveaux lecteurs. Et ça, c'est très positif. Et notamment des lecteurs qui ont entre 15 et 25 ans. Et ça, c'est extrêmement réjouissant et on les voit d'un salon à l'autre. Et si vous arpentez les allées de la foire de Brive, vous allez en voir beaucoup, des jeunes. Et vous allez voir les youtubeuses, vous allez voir les globeuses, vous allez voir, etc., qui ont des files d'attente considérables devant leur table. Et ça, c'est extrêmement réjouissant. Ça suppose de développer de nouveaux secteurs. La fantasy, par exemple, mais aussi la romance, ou pourquoi pas, ça n'est pas ma tasse de thé, mais des histoires de vampires qui, visiblement, ont pas mal de succès auprès de ce public-là. Et puis ce public-là, il est habitué à des séries qui font 52 minutes en moyenne
Et donc on essaie d'en regarder 2 ou 3 à la suite parce qu'on est pris dans le jeu. Et je ne sais pas si vous le savez, mais pour que vous puissiez en regarder 2 ou 3 ou 4 à la suite, l'opérateur, que ce soit Netflix ou Canal+, il passe la série à 1,5 fois la vitesse normale pour que vous puissiez en regarder plusieurs et sans prendre davantage de temps dans votre soirée ou dans votre journée. Je ne le savais pas, je l'ai appris directement du directeur digital du groupe Canal+. Et j'avoue que c'est un peu effrayant quand il explique qu'il a le projet de monter à 2 fois la vitesse normale de diffusion. Je fais juste une note de bas de page, pardon, parce qu'il parle de Canal+, je ne l'ai pas dit, mais nous attendons, et va arriver tout à l'heure sur ce sujet, Arnaud de Puyfontaine, qui est le président du directoire du groupe Vivendi, et qui fatalement pourra te répondre sur ce sujet-là. Absolument. Et c'est un format qui... c'était ses directeurs que j'avais en face de moi, donc voilà. Et aucun problème. Mais ça veut dire qu'il faut réfléchir aussi à d'autres formats de livres, des formats peut-être plus courts, avec des histoires plus incisives, plus ramassées peut-être, plus fortes dans leur déroulé, mais c'est quelque chose vers lequel on va et qui attire ce public des 25-35 ans, et notamment ceux qui ont des temps de transport assez longs. Et le tout, que ce soit sur un livre papier ou sur un livre numérique. Le numérique, en littérature générale, c'est-à-dire ce que l'on voit sur cette foire du livre, ça représente à peu près 6% du total de chiffre d'affaires de l'édition. Ça veut dire que 94% des livres qui sont vendus, les 439 millions et peut-être plus, eh bien, sont imprimés. Et donc, la révolution numérique, elle existe. Les éditeurs sont à la pointe de l'innovation. Et ça, vraiment, c'est absolument extraordinaire quand on fait le tour de ce que produit cette profession. Le nombre de start-up qui se sont déclarées sur ces développements est phénoménal. Mais le public ne répond pas encore à fond. Ça continue de croître, ça va continuer de croître, c'est extrêmement important. Les comportements des lecteurs changent, on s'y adapte et ça fait partie des stratégies que l'on doit développer pour augmenter ce gâteau, ce nombre de lecteurs qui fera que, à l'arrivée, le chiffre d'affaires de l'édition, et c'est quand même de ça qu'il s'agit, va reprendre une croissance significative qui nous permettra de voir ça sous des jours meilleurs. Et pourtant, si vous faites le tour des stands ici, vous verrez qu'un certain nombre de livres dépassent les 500 pages, voire les 700 pages. On peut parler du dernier livre de Piketty, mais il y en a d'autres qui remportent malgré tout du succès. Donc la taille du livre n'est pas le seul argument pour qu'il se vende ou qu'il ne se vende pas. Aujourd'hui, il y a un tel étal possible que eh bien, le consommateur, si on l'appelle comme ça, le lecteur, l'acheteur a le choix. Et ce choix, il est le fruit d'une création littéraire en France qui est particulièrement foisonnante. Et pour avoir été président des éditeurs européens et d'avoir fait le tour plusieurs fois des 28 pays, ben, je peux vous dire qu'en France, on a de la chance. On lit beaucoup plus qu'ailleurs et on lit bien. Merci Pierre. Donc je passe tout de suite, là, avant on fera des questions groupées tout à l'heure, mais je te passe tout de suite la parole pour continuer sur ce sujet et cette question qui nous occupe, qui est comment on va chercher de nouveaux débouchés pour nos histoires. Non, globalement, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Pierre. Simplement, Pierre, il est séfarade et moi, je suis ashkénaze, donc je suis toujours un peu moins positif. Je crois qu'on est arrivé à une maturité. Alors, j'ai des points d'accord très évidents avec Pierre, j'y reviendrai, mais on est arrivé de toute façon à une maturité du marché en interne. C'est-à-dire qu'on est sur 80% d'une classe d'âge qui a le bac. On peut difficilement aller plus loin en termes de population alphabétisée, capable de lire. Donc notre marché qui pèse aujourd'hui à peu près 2,7 milliards, il a des mauvaises années, il a des bonnes années, mais globalement on est sur un marché dont le public est mature. Et à part croire en une croissance démographique importante, ce qui n'est pas notre cas,
qui nous permettrait d'avoir beaucoup de futurs lecteurs, on est sur ce marché mature. Après, il y a des segments, à mon avis, ce qui est essentiel, c'est que il y a 3 points que je veux évoquer. Il y a sur ce marché des possibilités de gagner plus d'argent, à mon sens. Et notamment, il y a une question que je pose de façon régulière et que je continue à poser, c'est même pas une question, pour moi c'est une conviction. Il faut une taxe sur le livre d'occasion dans ce pays qui serait répartie entre les auteurs et les éditeurs, parce que le livre d'occasion, c'est de la perte de valeur directe pour les auteurs et pour les éditeurs, et qu'aujourd'hui, c'est le SNE qui avait fait une étude, hein, c'est 15% du volume et 6% du marché. L'étude ayant 2 ans déjà, ça a dû un peu augmenter, ça a dû croître. Il y a des plateformes comme Momox qui sont installées en Allemagne et qui vendent énormément de livres, qui échappent complètement à tout financement de la création. Donc, il faut impérativement que nous obtenions, à mon sens, sur ce livre d'occasion, une taxe, probablement payée par le consommateur, qui soit répartie entre les auteurs et les éditeurs. Voilà. Parce que là, pour l'instant, le livre d'occasion nous échappe complètement. Dans la catégorie allègement de la facture fiscale des consommateurs. C'est exactement ça. C'est bien. Mais je suis pas, je pense pas que l'impôt soit... Je reste là-dessus fondamentalement social-démocrate. Je ne pense pas que l'impôt soit mauvais, intrinsèquement. C'est ce qu'on en fait qui peut être mauvais. C'est pas l'impôt en lui-même. Donc je crois que cette taxe est importante. Je laisserai Mathieu s'exprimer sur le domaine public, mais il y a un célèbre discours de Victor Hugo qui pose question, qui est de 1882, qui pose question sur qu'est-ce qu'on fait du domaine public aussi. Mais ça, c'est une revendication que moi, je ne porte pas, que porte la SGDL. Ça, c'est pour la partie gagner de l'argent sur le même marché. Il y a une autre évidence pour moi, c'est la croissance externe, qui, à mon sens, nécessite... Nous, on est excellents, je crois, vraiment, hein, en termes de vente de droits à l'étranger. Je pense que les éditeurs français, de prod à prod, enfin d'éditeur à éditeur, sont parmi les meilleurs du monde. On vend 16 000 titres à l'étranger chaque année. 16 000 titres. Voilà. Et surtout, sur une langue qui est minoritaire. Enfin, nous sommes le 2e pays de traduction au monde, c'est sûr, mais les Anglais et les Américains sont loin devant nous. Naturellement, de par leur domination culturelle et économique. Donc on est très très bon là-dessus. Il y a un secteur sur lequel on peut, mais Arnaud en parlera quand il arrivera, à mon sens encore très largement progresser, c'est la vente de droits à l'audiovisuel. C'est pour ça que le CNL, lui, en lien avec le SNE et la Société civile des éditeurs de langue française qui est là pour gérer ces questions audiovisuelles, le CNL installe de plus en plus de centres de vente de droits dans des lieux du cinéma et de l'audiovisuel. On a le projet de le faire à Annecy pour l'animation, on le fait déjà à Cannes, on le fait là cette année au FIPADOC à Biarritz, et on a le projet pour l'année prochaine de le faire à Sérimania à Lille. Ça, c'est très important, parce que ça, c'est des droits qui vont directement à l'auteur et à l'éditeur. En général, l'auteur cède ses droits cinéma, pas tous, mais... L'auteur cède ses droits cinéma dans le contrat type à 50-50 avec son éditeur. 50% pour lui, 50% pour l'éditeur quand c'est vendu au cinéma. Là, je crois qu'il y a une marge de progression colossale encore, même s'il y a des équipes, on en parlait ce matin au petit déjeuner avec Gilles Ahéry, le patron d'Albin Michel, des équipes dédiées maintenant intégralement à la vente de droits cinéma. Il y a une marge de progression forte, d'autant plus que ça rejoint ce que disait Pierre, la nécessité de produire de la série. Ça implique la nécessité de trouver de l'histoire qui favorise la série. Alors vous pouvez faire comme TF1, c'est-à-dire vous inspirer directement du livre de Gaël Nohan, mais changer toute l'histoire après pour ne pas avoir à lui payer ses droits, ou vous pouvez vous comporter tout à fait décemment et acheter les droits à un éditeur et développer une série à partir de ce livre d'origine. Et ça va s'accroître. La vente de droits, notamment en bande dessinée, est hallucinante depuis plusieurs années. Depuis Quai d'Orsay, en gros, je vais mettre de côté Astérix Mission Cléopâtre parce que c'est à part Astérix en France. Mais depuis Quai d'Orsay, qui est à ma connaissance le premier succès colossal tiré d'une bande dessinée, les producteurs achètent beaucoup de bandes dessinées. Donc là, il y a un vrai marché potentiel. Et enfin, pour moi, la troisième question fondatrice, fondamentale, c'est, alors là je rejoins complètement Pierre qui n'a pas évoqué les petits champions de la lecture, qui est une merveilleuse opération
du SNE. Ce que je disais sur le fait qu'on aura du mal à accroître la masse de lecteurs potentiels ne vaut pas sur... On peut en revanche accroître le nombre de livres qu'ils lisent. Donc notre enjeu pour nous, c'est de faire des petits lecteurs des moyens lecteurs et des moyens lecteurs des gros lecteurs. Et pour ça, et ça c'est quelque chose qui manque profondément dans nos professions, il faudrait que nous soyons structurés comme le cinéma, dont la puissance de lobbying est redoutable, et par ailleurs, que nous soyons capables de créer ensemble, éditeurs, libraires, auteurs, des campagnes de communication annuelles, probablement financées par le CNL, mais c'est strictement son rôle, qui inciteraient les gens sur les réseaux sociaux, sur les radios, à la télé et dans la presse, à lire des livres. Parce que notre métier, par la loi Langue, on ne peut pas faire de publicité pour les livres à la télévision, pour un livre individuellement. En revanche, personne n'a jamais dit qu'on ne pouvait pas faire de publicité pour la lecture à la télévision. Et il faut absolument qu'on fasse ça, parce que notre enjeu, ça va être comment quelqu'un qui lit 2 livres par an ou 3 livres par an se met à en lire 5. Et là, on a une croissance exponentielle très importante. Donc je pense que c'est un métier qui a mieux résisté que d'autres à la crise dans les métiers culturels. Ça reste de très loin la première industrie culturelle française. Il faut rappeler que le cinéma, c'est 1,2 milliard d'euros en salle et que nous, c'est 2,7 milliards, donc 2 fois et demi quasiment. Le cinéma, c'est aussi... Éric Nehoff n'est pas là, mais il pourrait en rire. C'est aussi 620 millions d'euros de financement annuel de l'État. Et nous, c'est... Oui, et des collectivités. Mais là, je parle du budget CNL uniquement, du budget CNC uniquement. Et nous, c'est 25 millions CNL. Donc, on voit bien la différence fondamentale de financement pour un métier qui s'est structuré et organisé depuis des années. Moi, quand on parle de producteurs indépendants, je dis toujours oui, enfin, indépendant... moi aussi, je peux être indépendant avec l'argent de l'État, il n'y a pas de problème. Mais nos éditeurs, à nous, ils sont vraiment indépendants. Dans les aides du CNL, ça les aide, mais dans le bilan de fin d'année, c'est pas ce qui va faire leur taux de rentabilité, finalement. Donc, il y a ces enjeux économiques profonds et l'enjeu civilisationnel, et je terminerai là-dessus. L'enjeu civilisationnel, c'est la bataille pour la lecture. Pierre a dit pourquoi il y a une concurrence des loisirs, etc. On le perd ou on le gagne, mais ça va bien au-delà de notre industrie. C'est-à-dire qu'une civilisation qui ne lit pas... Vous savez, Abraham Lincoln disait vous me dites que les écoles coûtent beaucoup, mais je vous laisse imaginer combien coûte l'ignorance. Eh ben, une civilisation qui ne lit pas, c'est une civilisation qui, à mon sens, périclite. Donc voilà, l'enjeu fondamental, il est là. Merci Vincent. Petit complément, si tu me permets, mais sans déflorer ce que va dire Blaise après, parce que j'imagine que va dire Blaise après, mais tu as dit que le livre, c'était... grosse part des industries culturelles, et globalement, les industries culturelles, on ne peut rien dire aujourd'hui, mais dans quelques semaines va être dévoilée une étude sur le poids des industries culturelles en France. Ce qu'on ne sait pas, c'est que les industries culturelles, il vous donnera peut-être des trucs un peu plus précis, mais c'est largement plus gros, par exemple, que l'industrie de l'automobile. Et ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Et c'est largement autant d'emplois. Et des emplois rigolos en plus. Et des emplois qui servent à rendre la vie plus jolie. Hein ? Et qui ne se délocalisent pas, etc. Je ne veux pas déflorer le sujet de Blaise, mais je voulais déjà mettre ça sur le tapis. Mathieu. Merci de m'avoir invité, parce qu'effectivement, je suis président depuis très peu de temps, depuis 4 mois, de la Société des gens de lettres. Non, c'est ès-qualité, mais c'est avec bonheur. Voilà. Et en 2 mots, la Société des gens de lettres, on représente les auteurs, on est un syndicat, on les accompagne au quotidien par de la formation, des conseils juridiques, une assistante sociale. Et 3e point qui est en lien avec le débat d'aujourd'hui, on fédère les auteurs sur des projets notamment culturels et citoyens. À l'origine, au 19e siècle, on avait développé un mécénat de compétences qui permettait à des auteurs pauvres de bénéficier des services de pharmaciens et de médecins de manière gratuite. Et quelque part, c'était une manière d'augmenter le pouvoir d'achat des auteurs et donc, quelque part, augmenter la part du gâteau. Ça fait partie de l'ADN de la Société des gens de lettres depuis l'origine. Aujourd'hui, on est à un moment clé pour 2 raisons. Premièrement, énormément d'études montrent que la lecture et l'écriture ont un impact très positif sur la santé et le bien-être. Et moi, je pense que l'écriture doit avoir le même statut que le sport.
qui aussi a des vertus sur le bien-être et la santé. Et l'écriture doit être au cœur des politiques publiques de manière encore plus fondamentale. Et on doit encore plus l'aider parce qu'aujourd'hui, on se rend compte de l'importance de l'écriture et de la lecture. Le deuxième point qui me paraît essentiel, c'est que on a longtemps été sur ce qu'on pourrait appeler une économie princière au XVIIIe siècle, où il y avait très peu de livres vendus et finalement les auteurs étaient aidés par des princes, la noblesse. Au XIXe siècle, on est passé sur une économie plutôt commerciale parce que les romans sont devenus à la mode. Et il y a eu l'explosion de la presse qui a permis aux écrivains d'écrire dans des feuilletons et ça a généré de l'argent en plus. Et aujourd'hui, on est à un moment charnière où on se rend compte que quel que soit le partage de la valeur, qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, de toute façon, les auteurs resteront pauvres. Pourquoi ? Parce que pour atteindre le seuil de pauvreté, je ne dis pas pour devenir riche, pour atteindre le seuil de pauvreté, il faut qu'un auteur vende à peu près 12 000 livres par an, ce qui est quasi impossible. Il n'y a qu'une minorité. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, si on se base uniquement sur les droits d'auteur, sur les ventes des livres, les auteurs ne peuvent pas dépasser, ne peuvent pas accéder au seuil de pauvreté. Donc il faut nécessairement raisonner un peu autrement, et moi je plaide pour qu'on passe d'une économie commerciale à une économie raisonnée. Une économie raisonnée, ça veut dire que les auteurs doivent être payés à la fois pour la vente de leurs livres, mais aussi pour tout ce qu'ils apportent de manière collective à la société. Et c'est là où l'idée de se dire que l'écriture, la lecture, c'est positif pour la santé, ça rentre en ligne de compte. Donc de manière très concrète, je crois qu'il faut favoriser par exemple tous les dispositifs de résidence d'écriture qui permettent par exemple à certains auteurs de gagner 2 000 € par mois en restant chez eux et en consacrant une part substantielle de leur temps à l'écriture. Je crois qu'il faut effectivement trouver des moyens pour que les gens lisent plus, comme ça a été dit tout à l'heure par Vincent et par Pierre. Et par exemple, je pense qu'une des idées, ça serait de développer peut-être le placement de produits au cinéma, c'est-à-dire de demander aux producteurs de cinéma, tout comme il y a du placement de produits pour mettre des ordinateurs Apple, on en voit beaucoup dans les séries, on pourrait considérer que de manière citoyenne, il faudrait qu'il y ait des livres partout dans les séries pour que les jeunes aussi s'approprient la lecture et se disent que c'est bien de lire. Il faut effectivement trouver des nouvelles sources de revenus. Donc nous, on plaide, comme Vincent l'a dit, pour une taxe, ou peut-être que le mot taxe n'est pas très bon, mais il faut trouver un autre mot. En tout cas, il faut qu'il y ait une contribution sur les livres d'occasion. On a peut-être une nuance par rapport à Vincent, c'est que nous, on pense que cette contribution, elle doit effectivement bénéficier aux auteurs et aux éditeurs, mais on pense que les libraires devraient aussi en bénéficier. Il faudrait voir dans quelles conditions, mais ça sera un point sur lequel il faudra qu'on débatte. On pense aussi qu'il faut qu'on réfléchisse effectivement, comme l'avait proposé Hugo, qui est un des fondateurs de la Société des gens de lettres, qu'on réfléchisse sur la question du domaine public. Victor Hugo. Comment ? Non, Victor, je disais. Victor Hugo, oui. Oui, pardon, Victor Hugo, pardon. Il faut qu'on réfléchisse. Aujourd'hui, un livre n'est protégé, on ne peut avoir des droits d'auteur que 70 ans après la mort de l'auteur, enfin pendant la durée de vie de l'auteur et 70 ans après la mort de l'auteur. Et donc, au bout de 70 ans, les livres tombent dans le domaine public. Et nous, on pense que lorsque les livres tombent dans le domaine public, il faudrait qu'il y ait une contribution qui permettrait de générer de l'argent pour l'économie du livre et pour les auteurs. Donc c'est un autre combat qu'on a actuellement. Et deux autres petits points de manière très rapide. Aujourd'hui, grâce au CNL, les auteurs peuvent être rémunérés dans les salons lorsqu'ils participent à des tables rondes sur des salons. Donc il y a eu tout un changement de logique de se dire parce que l'idée c'est que pendant longtemps on considérait qu'un auteur qui intervenait quelque part, il intervenait pour faire la pub sur ses livres et donc il ne devait pas être payé. Or, l'idée, c'est de se dire que c'est important que les auteurs puissent être payés lorsqu'ils interviennent dans la cité, parce que s'ils sont payés que sur la vente de leurs livres, ça n'est pas possible. Et donc, il faut réfléchir comment faire pour que les auteurs soient payés. Donc, un de nos enjeux, c'est la question de la rémunération des auteurs en librairie. Donc, j'ai proposé nos propositions aux dernières rencontres de la librairie à Marseille, devant une centaine de libraires. Et l'idée, c'est de se dire qu'il n'est pas normal que les auteurs ne soient pas payés lorsqu'ils vont en librairie, mais qu'on sait que les libraires n'ont pas d'argent. Donc à partir de là, il faut qu'on réfléchisse collectivement comment on peut trouver
des sources de revenus pour que les auteurs soient payés en librairie. Et peut-être que ça pourrait être sur une contribution sur les livres d'occasion. Peut-être que ça pourrait être en essayant, on se rend compte que ce qui coûte très cher actuellement lorsque des auteurs viennent en librairie, ce sont les frais de transport et les frais d'hébergement. Peut-être qu'un certain nombre d'auteurs seraient d'accord, lorsqu'ils sont un mois en vacances quelque part, d'intervenir dans une librairie, d'être payés, et il n'y aurait pas de coût d'hébergement et de transport. Peut-être que si jamais les auteurs, lorsqu'ils viennent dans une grande librairie, si jamais ils viennent dans des librairies de petites communes, peut-être que les régions seraient intéressées pour financer quelque chose, parce que ce serait il y aurait des rencontres d'auteurs sur tous les territoires. Peut-être que les libraires ont des bonnes idées. Aux rencontres de la librairie à Marseille, j'ai demandé aux libraires s'ils avaient des idées. Un libraire a indiqué que lui, il était habitué à organiser un dîner avec les lecteurs et les libraires, ce qui permettait de rémunérer l'auteur. Donc là, la semaine prochaine, à la Société des gens de lettres, on va lancer un grand questionnaire pour essayer de faire remonter justement toutes les bonnes pratiques et qu'on puisse avoir des propositions concrètes. Et pour terminer, un point qui est important pour nous aussi, c'est que Emmanuel Macron a indiqué que dans le cadre de la réforme des retraites, toute personne ayant eu une carrière complète devait avoir une retraite de 1 000 € par mois. Et on se pose la question de manière pratique, qu'est-ce que ça veut dire une carrière complète pour un auteur? Et qu'il faut nécessairement, parce qu'une minorité d'auteurs aujourd'hui ont la possibilité d'être considérés socialement comme ayant eu une carrière complète. Et moi, je pense que, par exemple, un poète qui écrit tous les jours, qui obtient des prix littéraires, mais qui vend 200 livres par an, à mon avis, doit être considéré comme ayant eu une carrière complète. Et dernier point, je pense que tout ça, ça doit se faire de manière collective. Et c'est vrai qu'on a eu une grande victoire collective grâce à la directive européenne qui a été promulguée le 17 avril dernier. Et ça a vraiment été... Et ça a permis... Je crois que toutes ces avancées pour les auteurs doivent se faire de manière collective avec les éditeurs, avec les libraires, avec toute la chaîne du livre, avec les pouvoirs publics. Voilà. Et avec quelques autres industries culturelles. Exactement. La musique a été faite avec la musique, elle a été faite avec le cinéma. Exactement. Et c'est pour ça aussi que dans la directive européenne, il est notamment mentionné que les auteurs auront la possibilité, à certaines conditions, de récupérer leurs droits si certains droits ne sont pas exploités. Et moi, je pense qu'il y a un grand développement possible sur le cinéma, sur la bande dessinée, sur les traductions, et qu'aujourd'hui, les éditeurs font beaucoup pour développer les adaptations audiovisuelles, mais ne peuvent pas forcément s'occuper de tous les auteurs. Et donc, je pense qu'il faut réfléchir à un écosystème intelligent pour que, de manière globale, il y ait beaucoup plus d'adaptations audiovisuelles. Et ça, il y a toute une discussion à avoir avec les éditeurs. Est-ce que tu as entendu tout ce qu'il a dit? Il a dit, non, parce que là, je vois un jeune libraire qui vient de se monter, qui tire la langue, mais avec une très belle librairie à Tulle. Et si tu avais entendu ce qu'il a dit, tu m'aurais dit, déjà que je m'en sors pas, il veut m'en rajouter encore. Puisqu'il dit, les auteurs, quand ils viennent dans les librairies, il faut les payer. T'en penses quoi? Mais j'ai dit que ce n'était pas aux libraires de payer. Attention, j'ai dit que ce n'était pas aux libraires de payer, c'est important. Bonjour à tous. Jean-Baptiste Combe, voilà, le gérant de la librairie Trarieux à Tulle. C'est vrai que rémunérer les auteurs, ça reste quelque chose d'indispensable. On ne peut pas faire autrement. Tout travail mérite salaire. Il faut que pour chaque déplacement, il puisse être rémunéré. Après, est-ce que c'est au libraire qui organise l'événement de le rémunérer? Je ne suis pas sûr. Peut-être que un système économiquement viable serait de passer par une association qui soit en charge justement de rémunérer les auteurs qui daignent se déplacer. Parce que tous les auteurs ne prennent pas la peine justement de venir visiter les petites librairies indépendantes ou même à partir du moment où certains passent en dessous de la Loire, déjà on constate beaucoup de difficultés. Non, je voulais juste simplement dire que la récupération des droits cinéma, pour moi, c'est un mythe. Enfin, j'entends très bien ce que tu dis par ailleurs, hein. Mais objectivement, vendre au cinéma, c'est extrêmement complexe, c'est un métier en soi. Là, il y a Gilles Cohen-Solal qui a longtemps co-dirigé les éditions Héloïse d'Ormesson. Chez Héloïse d'Ormesson, ils payaient une professionnelle dont c'était le métier. C'est-à-dire que même eux, en interne, ils considéraient qu'ils n'avaient pas les capacités pour faire en interne. Donc, c'est récupérer les droits sans savoir comment on va les vendre, ça suffit pas. Récupérer les droits, c'est
prévu, c'est vital. On a fait relire en partie pour ça, etc., pour exploiter des droits qui n'étaient plus exploités. Mais il est impératif de savoir comment derrière on permet l'exploitation de ces droits cinéma, parce qu'un écrivain face à un producteur de cinéma, d'abord il ne le connaît pas, c'est pas son milieu, c'est pas son environnement. Un contrat de droit cinéma, c'est une purge à lire. Donc il y a des agents qui sont spécialisés là-dedans, mais ils ne prennent pas tout le monde, on le sait très bien. François Samuelson ne va pas se mettre à élargir son agence à des gens qui récupèrent leurs droits, parce qu'en général, quand on récupère son droit, c'est qu'on ne l'a pas vendu. François, il s'adresse plutôt à des gens qui, de toute façon, vendent leurs droits. Donc voilà, il faut vraiment aller au-delà. Moi, je suis d'accord sur la question des droits qui ne peuvent pas tomber, mais il faut aller au-delà de savoir comment on va les vendre après. Ok. Peut-être que je vais alors tout de suite passer la parole à Patrick, après tout ce qui a été dit par ces représentants de la nation, de dire comment tout ça se projette dans la région. Et puis comme tu sais, fais à la fois du livre et du cinéma, tu peux peut-être embrayer aussi sur cette question. Oui, je vais tenter d'y répondre dans une déclinaison plutôt régionale. Peut-être d'abord préciser qu'est-ce que c'est qu'Alka, parce que ça peut paraître peut-être obscur de loin. C'est une agence qui est la fusion des ex-agences présentes sur les 3 ex-régions, mais c'est une histoire d'agence qui a maintenant une trentaine d'années. Dès le début des années 80, l'État, et en collaboration avec les conseils régionaux, on a créé des agences du livre qui ont pour fonction d'être opérationnelles dans l'accompagnement des éditeurs, des libraires et des auteurs. C'est-à-dire, ce n'est pas un lieu où on distribue des moyens, c'est surtout un lieu où on maîtrise, on a une certaine technicité et on se doit d'être capable d'apporter une expertise de développement pour les différents acteurs professionnels de la chaîne économique du livre ou du cinéma et de l'audiovisuel. Alka est donc c'est l'agence on va dire l'agence du conseil régional, considérant que le conseil régional est fortement majoritaire dans son financement. Mais notre travail se situe à destination de la DRAC et de la région, et on travaille avec l'ensemble des professionnels. On est plutôt dans une région où la problématique du cinéma et de l'audiovisuel et du livre a été relativement bien, pour ne pas dire très bien, prise en compte. Sommairement, le livre a toujours été reconnu par les régions, et plus particulièrement dans nos régions ici, comme étant une alchimie pertinente sur ses compétences. L'aménagement du territoire, l'économie et la culture. Quand vous arrivez à regrouper ces 3 compétences majeures d'une collectivité territoriale, vous pouvez développer des politiques à peu près cohérentes dans l'accompagnement professionnel des différents acteurs. Donc, tout ça pour dire qu'on a, nous, en Nouvelle-Aquitaine, à travers Alka, un outil qui permet de maintenir et de développer et d'implanter des libraires. On a plutôt un solde positif sur la création des libraires dans notre région. On a un solde très positif sur le terrain des éditeurs. Aujourd'hui, on est à peu près à 230-250 éditeurs. Évidemment, tous ne sont pas diffusés et distribués comme le sont les groupes, je veux dire, parisiens, si je peux me permettre l'expression. Mais en tout cas, ils sont accompagnés, ils produisent. Et notre travail à nous, c'est de trouver les moyens de valoriser leur production pour que, évidemment, le lecteur ou le libraire ou la bibliothèque puisse voir quelles sont les productions éditoriales de ces professionnels. L'implantation des librairies, pour nous, c'est aussi un point important. Si je vous inviterai à venir sur notre site, dans quelques temps, vous verrez la cartographie de l'implantation des librairies. Vous vous apercevrez qu'on a un maillage territorial qui est plutôt pertinent. Il n'a pas vocation à couvrir tout un territoire. Le volet économique de la librairie nécessite qu'il y ait une présence démographique et de moyens d'accès qui permettent et qui garantissent son développement. Mais on a un maillage plutôt pertinent. Donc tout ça pour dire que nous, notre travail, il se situe un peu dans j'allais dire, l'accompagnement et les descriptions qui ont été faites. Pour nous, évidemment, la situation de l'auteur est une situation qui est aujourd'hui, sa précarité nous interroge dans les moyens qu'on peut accorder. Alors après, c'est tout le débat. Nous, ce n'est exclusivement que des moyens publics. La vocation quand même de la puissance publique n'est pas de couvrir tous les champs des besoins. Ça, ce n'est pas réaliste. Mais en tout cas, de faire un certain nombre d'efforts. Moi, je cite souvent ça. Il se trouve que je suis parti pendant 8 ans... J'ai piloté une agence du livre et du cinéma. J'ai créé cette agence du livre et du cinéma en région Aquitaine. Je suis parti pendant 8 ans et je suis revenu 4 mois, moi 5 mois. Je suis revenu donc à la tête de cette agence. Et qu'est-ce que je constate? Que dans les évolutions formelles que l'agence a développées, c'est l'axe des auteurs qui est devenu prioritaire. Il y a 10 ans, on avait très très peu de dispositifs pour accompagner les auteurs. Aujourd'hui, on a des bourses d'écriture, j'allais dire, presque dans tous les domaines. On a des résidences, on développe des sites de résidence accompagnés de bourses d'auteurs. On a un programme qui s'appelle le compagnonnage, ce qui est un système qui permet à un auteur de chez lui d'être accompagné financièrement avec quelques temps de médiation, mais qui reçoit des moyens pour l'aider dans sa création.
tous ces dispositifs et l'importance de ces dispositifs n'étaient pas là il y a une dizaine d'années. Donc cette sensibilité, la puissance publique en est consciente de cette nécessité, de cette précarité des auteurs. Il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas vocation quand même à couvrir tous ces champs-là. Et elle se doit à des moments de se retourner vers le champ professionnel pour lui demander quelle est la place, quelle est l'évolution. Et je partage l'analyse de Vincent sur la problématique de la taxation de la vente des livres d'occasion qui me paraît vraiment un chantier urgent et primordial. Peut-être juste sur les crédits qu'on alloue, ce qui peut être intéressant et qui montre la différence entre cinéma et livres. Une région telle que la Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui, grosso modo, quand vous prenez tous les dispositifs, c'est chaque année, donc, sur la chaîne économique du livre, 1,4 million à 1,6 million attribués. Sur le volet du cinéma et de l'audiovisuel, c'est 14 millions d'euros. C'est pour vous dire le taux de pénétration de l'argent public, même dans la production avec les producteurs en région. Et toutes les difficultés, parce que quand vous citiez le fait que l'acquisition de droits par le champ audiovisuel et cinématographique est une acquisition d'autant plus complexe que la production, elle n'est plus nationale, elle est internationale. Aujourd'hui, nos producteurs qui sont implantés ici, quand ils viennent chercher des crédits au titre du fonds de soutien partagé avec le CNC, puisque c'est un fonds de soutien où le CNC est à 1/3 des moyens attribués dans les 14 à peu près, dans les 13, parce que nous, il y a 1 million qui sont spécifiquement que la région, parce qu'elle a constitué un fonds particulier pour nos producteurs en région. Mais on s'aperçoit, dès qu'on aborde le chantier des droits, qu'on se heurte formellement à des difficultés d'ordre juridique avec un certain nombre de producteurs implantés sur les espaces de diffusion à l'étranger. Et pour nous, ça, c'est relativement complexe. Enfin, je pense que vous devez partager ces problématiques-là. Après, je dirais simplement, on s'aperçoit aujourd'hui que les lieux de promotion de la littérature ou des sciences humaines se sont quand même fortement développés. 8 ans après, je regarde la cartographie des manifestations littéraires en Nouvelle-Aquitaine. Moi, aujourd'hui, je peux considérer qu'il n'y a pas un chef-lieu de communauté de communes qui ne dispose pas d'une séquence autour de la littérature. Alors, on peut débattre. Est-ce que c'est si pertinent d'avoir un maillage aussi conséquent? Est-ce que véritablement, on peut accompagner dans de bonnes conditions les auteurs quand on a autant de manifestations? Moi, je m'interroge. Je pense qu'à des moments, il pourrait y avoir des mutualisations d'actions à l'échelle de certains territoires, ce qui permettrait d'avoir une masse critique un peu plus conséquente. Donc voilà, le rôle de l'agence, il est là, il accompagne. J'indique simplement un auteur qui est à côté de moi, on va mettre en place, on crée un centre de ressources des Viens de paraître, c'est-à-dire un centre de ressources des Viens de paraître, c'est-à-dire tous les éditeurs de la région, je l'espère, volontairement nous enverront leurs Viens de paraître. Ces Viens de paraître, on numérise. Et on travaille sur une base de données du Conseil régional qui va assurer la promotion en passage de l'ensemble de ces productions de nos auditeurs en région. Je ne vous cache pas que la visibilité du site du Conseil régional est largement supérieure à celle d'Alca. Et c'est ainsi que je considère qu'on peut réussir de la promotion. C'est quoi la production annuelle de ces Viens de paraître, en gros? Tu sais ou non? Non. Il sait pas non plus. Non, 1200. Non, mais là-bas, j'ai un collaborateur témoin au fond de la salle. C'est lui qui travaille. Merci. Merci. Alors on attend toujours Arnaud de Puyfontaine. C'est un effet du brouillard, sans doute, sur l'aéroport de Brive. Mais tant pis, on va avancer doucement. Et il est temps maintenant d'écouter Antoine, qui lui a réfléchi, bien que j'ai suggéré tout à l'heure que nous avions apprivoisé le digital et les technologies. Lui, il dit quand même qu'il faut toujours un peu faire gaffe, quoi. Oui, donc la thématique, c'est la relation entre l'univers du livre et les GAFA. Un sujet finalement pas traité. Et où on en est aujourd'hui, j'aurais tendance à dire tout va très bien, Madame la Marquise. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'omerta sur l'importance en perspective des GAFA, notamment de Google et d'Amazon, un discours de l'univers du livre, surtout des syndicats d'éditeurs ou des éditeurs eux-mêmes, en disant nous représentons la liberté d'expression, l'autonomie, l'intelligence, etc. Et nous avons en face de nous des monstres multinationaux qui sont la version actuelle de 1984. Et bizarrement, ce discours n'émeut pas l'opinion publique. Alors si je prends un exemple que je connais bien,
Dans le domaine du numérique, on a eu il y a quelques années l'affaire Snowden, un scandale absolu. On se rendait compte que les Américains écoutaient les téléphones de tous les dirigeants du monde entier, y compris en Europe, y compris de leurs alliés, plus des populations. Et aussi bien au niveau national, on s'est contenté de convoquer l'ambassadeur des États-Unis en France. Au niveau européen, il y a eu quelques débats et il ne s'est rien passé. Je me souviens notamment d'une manif pour la liberté d'expression et contre la NSA à Paris où il y avait 70 personnes, place de la République, qui manifestaient violemment. Donc pour dire que si l'opinion publique paraît n'en avoir rien à faire de ces libertés sur le numérique, vous imaginez dans le domaine de l'édition ce qui se passe. Alors ce qui se passe, qui est assez dangereux, c'est qu'on voit, et là-dessus l'information n'existe pas beaucoup, on voit Amazon, pour ne prendre que lui, qui est d'abord le premier partenaire des éditeurs, qui secondement vient de l'univers du papier, puisque Amazon a commencé à distribuer des bouquins, et aujourd'hui Amazon aux États-Unis prend vraiment toute la configuration d'un éditeur en récupérant des auteurs à grand succès, en organisant des tirages papier, des tirages numériques, en faisant une intégration verticale de la chaîne, c'est-à-dire je prends l'auteur, je lui fais faire son livre papier, je lui fais faire son livre numérique, je vends ses droits pour la série que Amazon, non pas Amazon Publishing, mais Amazon Audiovisuel va produire, et j'assure des sources de revenus pour de nouveaux genres d'auteurs. Alors évidemment, notamment en Europe et en France, du côté des éditeurs papier, on dit non mais attendez, vous voyez ce qu'ils produisent en auto-édition, tous ces systèmes de romances, de vampires, etc. Et il y a un petit mépris qui apparaît. Et ce mépris apparaît parallèlement à une politique générale sur les GAFA, où en Europe, on leur explique, écoutez, les conditions de travail de vos employés sont lamentables, vous ne payez pas d'impôts, vous êtes de mauvais entrepreneurs, et des obligations apparaissent qui font que des entreprises comme Amazon sont obligées de changer. Obligés de commencer à payer des impôts, obligés de commencer à avoir des activités de relations publiques, etc. Et de se réguler, c'est-à-dire de devenir des entreprises comme une autre, et non pas des monstres assoiffés d'argent et de commerce. Et en fait, c'est une évolution très dangereuse pour les éditeurs traditionnels, puisque qu'est-ce qui empêcherait Amazon, dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, ça personne ne le sait, ou bien de récupérer des auteurs à succès et de monter des chaînes de production vertueuses en expliquant, ben, nous aussi, on a des auteurs de grande qualité qui vendaient beaucoup dans le papier, sur lequel on va leur faire travailler dans les nouveaux domaines, ou bien tout simplement de racheter pour quelques centaines de millions une maison d'édition indépendante et dire, mais attendez, arrêtez de nous maltraiter, nous sommes aussi dans le papier, nous sommes aussi dans le livre, nous fonctionnons parfaitement. Et ça, c'est quelque chose qui pend au nez des industries culturelles traditionnelles, car c'est une activité qui s'intègre parfaitement dans l'empire Amazon. Alors je rappelle en 2 mots ce qu'est l'empire Amazon. Dans le monde, c'est 540 000 salariés, 260 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2018 et 50% du commerce en ligne aux États-Unis. En France, vous avez 30 millions de personnes qui achètent sur Amazon. C'est tout de même un chiffre impressionnant. Et Amazon, dans le domaine du livre, permet l'accès à 28 millions de références sous forme de livres, ce qui est tout de même quelque chose d'impressionnant. Alors cette omnipuissance, évidemment, elle n'est pas sans revers. Et il y a eu un exemple assez intéressant. Il y a exactement 3 ans, Amazon a racheté le Washington Post pour 300 millions de dollars. Et il faut bien dire que M. Bezos, qui était très critiqué, a laissé le Washington Post fonctionner avec
indépendance éditoriale reconnue. Et grâce à la politique de Trump, on a vu le Washington Post tirer un peu plus que des croupières à l'administration Trump de manière réitérée, ce qui a effectivement beaucoup énervé la Maison-Blanche. Ce qui fait que très récemment, il y a eu un projet qui a été lancé par le Pentagone de cloud numérique pour le ministère de la Défense, où Amazon était vraiment en position privilégiée, parce que c'est les meilleurs experts et une bonne partie de leur chiffre d'affaires maintenant est dans le domaine du cloud. Un contrat tout simplement de 10 milliards de dollars, et à la surprise générale, Microsoft a emporté le marché. Donc on peut dire que le Washington Post a coûté à Amazon 300 millions de dollars plus 10 milliards, ce qui fait assez cher pour un journal qui n'était pas en très bonne santé. Et ça montre les limites aussi de l'empire Amazon et la volonté de chacun de le limiter. Alors en conclusion, par rapport à ce risque extraordinaire que représentent les GAFA pour les industries du livre, moi j'ai l'impression que tout de même, alors quand on critique, c'est très embêtant, surtout quand on critique du point de vue de l'auteur. Si on critique du point de vue de l'auteur, on dit « Ah oui, mais alors vous êtes un auteur, peut-être vous avez été maltraité par vos éditeurs, c'est pour ça que vous critiquez, vous ne vendez pas assez de livres, etc. » Mais globalement, la chaîne globale, on a affaire à des libraires qui sont excédés, qui reçoivent 100 nouveautés par jour et qui n'arrivent plus à faire leur boulot. On a affaire à des lecteurs qui souvent sont déçus par les livres qu'ils achètent 22, 23 euros, etc. Moi, j'ai eu récemment encore sous la main des livres de grands éditeurs avec 60 fautes d'orthographe, ce qui quand même est assez pénible. On a des lecteurs qui sont déçus parce que le livre numérique coûte plus cher que le livre de poche pour le même titre. Alors là, il y a une absurdité qui paraît assez étonnante. Et on a des éditeurs qui ne veulent pas traiter le problème de la surproduction sur le thème commencez d'abord vous. Et tout ça fait un climat qui n'est pas bon. Alors qu'en fait, le bonheur de lire des livres, le bonheur d'acheter un livre chez un libraire, le bonheur de faire son travail d'éditeur proprement et sérieusement, devrait porter tout ce monde. Et ça serait la meilleure garantie, non pas pour résister aux GAFA, mais simplement pour exister de manière indépendante et, puisqu'on ne peut pas les supprimer d'un trait de plume, traiter avec les GAFA, parce que l'espoir qu'au niveau français, au niveau européen, on va limiter les GAFA, c'est exactement comme les taxes sur les transactions financières. Comme il faut que tous les pays européens soient d'accord, cela n'arrivera pas. Ils sont là dans le paysage pour durer très longtemps et il faudra faire avec eux. Un quart de seconde, alors un quart de seconde, très rapidement. Le livre numérique est plus cher que le livre de poche. Oui, parce qu'heureusement, on a réussi en 2012 à faire voter une loi sur le prix unique du livre numérique, ce qui nous permet de fixer les prix et donc de bloquer les GAFA à 6%. Sinon, elles ne seraient pas à 6, elles seraient déjà à 25. Donc on les bloque à 6, c'est délibéré, c'est une politique. Le livre de poche, pour nous, c'est une source de revenus colossale, importante dans l'économie du livre. Et il est essentiel que cette économie perdure. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est relatif aussi, encore une fois, à la question des GAFA, c'est que, oui, nous structurons une politique de résistance aux GAFA. Les gens qui ont essayé de travailler avec les GAFA, c'est la presse. Vu ce qu'ils viennent de se prendre dans la tête, la presse, je me dis qu'on a raison de structurer une politique de résistance aux GAFA et de continuer à faire nos métiers comme on sait les faire, en se protégeant juridiquement, puisque nous, on a une chance fabuleuse. On est dans un État qui, de toute façon, qu'il se dise libéral ou qu'il se dise social-démocrate, reste un État où l'économie est administrée. Et on a obtenu des administrations de l'État à travers des lois qui nous protègent et qu'il faut absolument conserver. Merci, Vincent. Donc, je vous avais annoncé l'arrivée d'Arnaud depuis Fontaine. Il est là. J'imagine que pendant que l'avion tournait et que le brouillard se lève, les oreilles ont dû vous siffler. Ils en ont dit. Donc, il faut que vous répondiez là à une question que vous n'avez pas entendue. C'est un exercice un peu plus compliqué. En gros, le sujet de notre table ronde d'aujourd'hui, c'est comment on augmente la taille du gâteau pour tout le monde, pour les éditeurs, pour le livre, pour les lecteurs, etc. Il se trouve qu'on a évoqué naturellement la
la cohabitation et le cousinage avec les séries, avec l'audiovisuel, avec tout ça. Il se trouve que le groupe Editis vient de rejoindre le groupe, il y a un certain temps, mais pas si longtemps que ça, le groupe Vivendi. Il m'apparaît que ça n'est pas simplement la nostalgie compte tenu des origines du groupe Editis, qui a des raisons d'ordre stratégique, et j'aimerais bien en 5, 6, 7 minutes que vous nous disiez votre point de vue là-dessus. Avec très grand plaisir et merci beaucoup de votre accueil d'abord. Pardon de mon petit retard. Mais le paysage était très beau là-haut. Donc je me concentrais sur l'arrivée à Brive. Et la Corrèze est merveilleuse et je suis absolument admiratif de découvrir ce qu'on m'avait déjà présenté comme étant la spécificité de la foire du livre de Brive. Mais la vivre en direct depuis quelques minutes est tout à fait impressionnant. Donc bravo à tous ceux et toutes celles qui en sont à l'initiative. Donc maintenant, comme vous l'avez dit fort justement, le groupe Editis est venu dans la maison Vivendi il y a maintenant un peu plus de 6 mois. Le groupe Vivendi, en 2 mots, c'est un groupe qui, depuis maintenant 5 ans, a un projet en tant que groupe média de contenu et d'entertainment de créer sur ses bases françaises et européennes un groupe mondial dans ces industries, industrie des médias et des contenus qui, dans tous les domaines audiovisuels, sonores, les jeux vidéo et l'écrit, vit une révolution. Et cette révolution, nous voulons à la fois l'accompagner et créer les conditions qui nous permettront de faire en sorte que dans un paysage global dans lequel on voit la puissance, on parlait des GAFA, mais il faut regarder aussi dans ce secteur ce qui sont les conséquences des regroupements entre Disney, Fox, la fusion entre CBS, Viacom, l'achat de Time Warner, maintenant Warner Media par AT&T. Enfin, je ne vais pas vous faire la liste de Prévert de tout ce qui se passe, mais il y a une réalité, c'est que ces métiers deviennent des métiers mondiaux, d'une part. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a l'émergence extrêmement rapide d'acteurs chinois. Je pense aux Alibaba, Tencent et autres qui prendront une position dans le paysage très rapidement. Et enfin, une réalité, c'est que la réalité du paysage média, c'est qu'il y a chez tous les acteurs à la fois une dimension économique, c'est-à-dire de l'argent qui est consacré au visionnage de films, à l'écoute de musique, aux jeux vidéo et à la lecture. Mais il y a aujourd'hui des comportements qui sont des comportements individuels où l'aspect technologique, c'est-à-dire la capacité de faire en sorte que le contenu que vous produisez puisse être disponible pour le plus grand nombre, est un aspect qui est tout à fait important. Donc c'est le rôle des GAFA, mais il faut regarder le rôle des opérateurs dans le secteur des télécommunications. Et la technologie aujourd'hui dans la consommation média et dans l'audiovisuel, on l'a vu avec les Netflix et l'arrivée de tout ce qui s'appelle les opérateurs du over-the-top, eh bien, a un impact dans la consommation média. J'en viens maintenant à l'essentiel, c'est-à-dire le livre. Pourquoi Vivendi est revenu dans le livre? Parce qu'effectivement, Vivendi Universal Publishing a été cédé par le groupe en 2002, à la fin d'un chapitre qui était le chapitre, j'appellerais, de Jean-Marie Messier. Et il y a eu un certain nombre de conséquences, et notamment le fait que le groupe Vivendi, à l'époque, a quitté l'écrit. Bien maintenant, un peu plus de 15 ans après, on peut dire que la vie est un éternel recommencement, mais la donne est aujourd'hui très différente pour toutes les raisons que j'évoquais. Point numéro 1, je considère que le livre a un grand avenir. Vous savez, quand j'ai rejoint le groupe il y a 5 ans, on disait que la musique était morte, qu'il n'y avait plus de possibilités et que c'était un secteur qui allait définitivement mourir de la piraterie. La réalité, c'est que 5 ans après, il y a eu l'émergence du streaming, des structures et des plateformes de distribution de la musique qui s'appellent les Spotify, les Apple Music, les Deezer. Aujourd'hui, Universal Music Group, qui est le leader mondial dans la musique, c'est 37% de part de marché, est un travail avec 400 plateformes de distribution digitale. Donc, il n'y a pas d'inéluctabilité à l'érosion ou au déclin. Il faut juste créer les conditions qui permettent effectivement de pouvoir construire les conditions qui, alors qu'il y a un phénomène de cycle, et le cycle de l'édition, on voit bien ce qu'il est, mais de créer les conditions qui sont les conditions qui permettront de faire en sorte qu'on puisse repartir en croissance. C'est ce que nous voulons faire. Et l'absolue priorité du groupe Vivendi et des équipes d'Editis
c'est à la fois de construire les conditions qui permettront de faire en sorte que l'on puisse attirer des auteurs talentueux et leur donner la possibilité de pouvoir écrire les livres les plus attractifs et de donner la possibilité au plus grand nombre des lecteurs de pouvoir les lire. Mais il y a toute une compétition par rapport au temps disponible. Et donc dans ce contexte-là, et vous avez raison, ce qui fait la spécificité du groupe Vivendi, avec encore une fois la priorité numéro 1, la dérivée première de ce que nous faisons est de faire en sorte qu'on crée les conditions pour vendre de plus en plus de livres et donner envie d'accompagner cette industrie dans le fait de renouer avec l'envie de la lecture sur toutes les générations. Il y a aussi vis-à-vis des auteurs la possibilité de développer autour de leur talent, de leur créativité, de leur donner la possibilité de se développer sur d'autres formes de développement de leur créativité, de leur savoir-faire. Et donc c'est la puissance audiovisuelle du groupe Canal+, c'est la puissance qui est la puissance artistique, musicale de Universal Music Group. Et l'une des premières initiatives que nous avons eues, lorsque Michel Bussy a sorti son dernier ouvrage, que j'ai salué en arrivant, ce qui m'a fait un très grand plaisir, et bien parallèlement à son dernier ouvrage, il y a eu la bande sonore, parce que vous savez, la musique est très importante dans ces livres, qui a été réalisée, mais réalisée en sur-mesure, si je me puis m'exprimer ainsi, par un des artistes de Universal Music Group qui s'appelle Gauvin Serre. Je ne vais pas vous faire la liste de Prévert de toutes les initiatives que nous avons. Mais la réalité, c'est que nous voulons inscrire l'arrivée du groupe Editis et le projet Editis Vivendi dans la capacité d'offrir à l'environnement de l'édition et en premier lieu aux auteurs et aux éditeurs la possibilité de penser leur métier avec une approche plus globale et assez holistique dans les développements et la capacité de redonner de l'envie dans la lecture. Lundi prochain, je vous le conseille, vous êtes les bienvenus à l'Olympia, enfin lundi prochain, pardon, lundi dans 9 jours, à l'Olympia à 20h, pardon, il y a une grande manifestation avec Harlan Coben qui va effectivement lire des passages de ses ouvrages, mais associé à tout un projet musical et tout un spectacle qui a été mis en scène par les équipes d'Editis et d'Universal, avec la très grande bienveillance et le très grand professionnalisme de mon ami et confrère Simon Gillam, ici présent, qui est d'ailleurs à ce sujet un ambassadeur extraordinaire de Brive, Urbi et Torbi, et sur la scène parisienne. Rugby et Torbi, vous avez parfaitement raison. Et qui est donc aussi, en dehors des multiples cartes qui sont les siennes, il est aussi le patron de l'Olympia, mais c'est un signe aussi des différentes initiatives qui sont les nôtres. Donc, derrière cela, il y a aussi, et le groupe est aussi propriétaire d'un groupe de communication qui s'appelle Havas. Lorsque Marc Lévy a lancé Ghost in Love, le lancement de Ghost in Love a été accompagné par les équipes d'Editis, mais avec le soutien total du groupe Havas dans la communication, dans la création d'événements, dans la gestion des réseaux sociaux, etc. Et encore une fois, j'ai dit que je ne ferais pas la liste de Prévert, mais j'ai cité 3 exemples, je n'irai pas plus loin, parce que les initiatives qui sont les nôtres, et dont encore nous sommes au tout début, a vraiment un seul objectif. C'est l'objectif de pouvoir donner l'envie de la lecture, créer des univers créatifs sous toutes les formes de médias possibles et imaginables, en France et à l'international, pour créer le contexte qui permettront, avec l'ensemble de nos confrères et des acteurs éminents qui se battent pour les enjeux de l'industrie, dont mon voisin de gauche, qui effectivement est un porte-parole et un ambassadeur formidable, entre autres, de l'industrie, pour faire en sorte qu'on soit un acteur. Il n'y a pas d'inéluctabilité à l'érosion de la lecture. Oui, aujourd'hui, dans les temps, il y a une plus grande compétition, les jeunes sont sur ces sortes d'objets qui prennent de plus en plus de ton, n'est-ce pas? Mais la réalité, c'est qu'il faut faire d'une réalité qui est celle-ci, il faut faire effectivement un acteur qui permettra de participer à l'envie de la lecture. Et je suis absolument certain que le livre, dans sa réalité physique, dans ce qu'il représente, dans une société aussi qui n'est pas sans avoir un certain nombre d'enjeux à surmonter, le livre, au même titre que ce qu'on a vu dans la musique, va effectivement être promis à un grand avenir. Et vous savez, la musique, pardon, je ne fais pas d'obsession, mais quand je suis arrivé, tout était digital. Les ventes physiques s'écroulaient, les CD n'existaient plus. Eh bien, dans nos résultats du premier semestre 2019 chez Vivendi, nous avons une croissance sur le premier semestre des chiffres d'affaires en distribution physique pour une raison. D'abord, une actualité qui a été celle de Star is Born, de Bohemian Rhapsody, qui effectivement ont été beaucoup consommés en physique. Mais c'est le retour en force de quelque chose qui s'appelle le vinyle.
J'ai la chance d'être le repère de 4 enfants entre 28 et 20 ans. Quand je suis allé chercher dans le grenier de la maison familiale les vinyles que j'avais quand j'avais entre n'est-ce pas, une quinzaine d'années, que je suis descendu avec mes vinyles, j'étais un héros. Donc encore une fois, comparaison n'est pas raison. Mais cette capacité de pouvoir effectivement accompagner les évolutions est quelque chose, je crois, beaucoup. Et enfin, j'entendais le discours sur les GAFA. Ouais. Ce que je vois aux États-Unis, ce que je vois au Royaume-Uni, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui ont été très 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 proactifs dans le fait de redonner envie d'aller dans les librairies, d'acheter dans le physique. Ça a été aux États-Unis, c'est ce qui est le travail qu'il est en train de faire chez Barnes & Noble. C'est en Angleterre ce qui a été fait, en Angleterre ce qui a été fait chez Waterstone. Et donc il y a un immense enjeu, c'est d'accompagner la distribution, accompagner les libraires, créer des univers de vie qui permettront de faire en sorte qu'on reste et qu'on entretienne et qu'on redevienne très 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 proactif dans la relation avec tous les lecteurs potentiels, tous les acheteurs de livres, et de faire en sorte que nous puissions, quand on se retrouvera dans 5 ans à Brive, mais je viendrai tous les ans, n'est-ce pas, ça, mais dans 5 ans, d'avoir la capacité de pouvoir effectivement démontrer dans la réalité des faits que le livre est solide et que le livre a un grand avenir dans la littérature générale, dans l'éducation et dans toute la littérature pratique. Voilà ma conviction et voilà pourquoi Vivendi est l'heureux propriétaire aujourd'hui d'Editis, et que maintenant, d'ailleurs, on n'est pas propriétaire. On a un enjeu qui est un enjeu stratégique dans lequel le livre et Editis a toute sa raison d'être, et avec l'immense ambition que nous avons pour l'industrie, les éditeurs, les auteurs et surtout pour le plus grand plaisir des lecteurs. Merci. J'ai vu une question poindre. Je vous promets que ce n'était pas préparé. Bonjour Arnaud, on se retrouve. Denis Adjedge. Alors moi, je fais le plus beau métier du monde depuis maintenant 28 ans. Je propose des conférenciers d'intervenir, et on a essayé de développer un certain nombre de choses dans le monde du livre, puisqu'en gros, sur mes 750 conférenciers, il y en a par exemple ici une quarantaine avec qui je travaille. Ce ne sont pas simplement des conférenciers, mais des gens qui font des conférences. Dimanche prochain, on a la chance d'accompagner quelqu'un qui est avec l'association Premier de Cordée. Donc nous, on sera à l'Olympia juste avant. On a 3-4 événements cette semaine où là aussi on retrouve des groupements, et quand on fait un séminaire de 2 jours, en général, s'il y a 8 intervenants, ça fait 8 fois 100, 200, 300 bouquins. Donc c'est des mondes qui parlent, on se connaît par ailleurs sur d'autres sujets, donc vraiment des choses qu'on a envie de développer. Moi je connaissais votre prédécesseur, donc on avait commencé à essayer de faire des choses. Il y a plein de choses à imaginer, il y a plein de choses qui sont faites au niveau mondial et incroyables, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont locales. Donc de temps en temps, c'est bien de pousser des portes et de pouvoir échanger pour créer des partenariats. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et on l'a vécu ensemble avec des gens géniaux. Merci Jean. En fait, c'était pas une question, c'était une page de pub. C'était... Est-ce que, parce qu'on va le libérer, peut-être que vous avez... Est-ce que vous avez une... Vincent? La structuration par univers... Un quart de seconde, comme oui, ce que raconte Arnaud de Puyfontaine, c'est la structuration par univers du monde de la culture. C'est la naissance de géants multiculturels. Soit on joue dedans, alors c'est le cas en partie, à notre échelle, France de Média Participation, qui a intégré des studios d'animation à sa proposition éditoriale. Ça va être le cas évidemment de Vivendi Editis. Soit on joue dedans, soit on aura tendance à être mangé ou aspiré par d'autres. Ce que fait Disney depuis des années, c'est très clair. Racheter Star Wars, c'est pas racheter Star Wars, c'est racheter un univers sur lequel on fait des préquels, des postquels, des séquels, sur lequel on fait du produit dérivé, sur lequel on fait des livres, sur lequel on fait des BD, du jeu vidéo, on rachète un univers. Racheter Marvel, c'est la même chose. On rachète de l'univers. Et quand on rachète des catalogues, c'est la même chose. C'est d'ailleurs un des grands enjeux de Netflix, c'est comment ils vont faire pour résister. C'est un géant aujourd'hui, mais c'est un géant au pied très fragile. Parce que si tous ces produits sont finalement retirés de son catalogue, qu'est-ce qui lui reste à part ses créations originales, lesquelles ne sont quand même pas jusqu'à présent à la hauteur du catalogue Disney ou à la hauteur du catalogue de la Fox. Donc on est sur des enjeux de structuration d'univers qui vont remettre l'auteur au cœur de la machine. C'est ça qui est important. L'inventeur de l'univers, c'est l'auteur. Donc après, d'autres gens travailleront avec lui. Arnaud l'a dit, plein de gens travaillent autour de Marc et plein de gens travailleront autour d'autres auteurs. Mais ça le remet au cœur de l'univers. Ça a démarré avec J.K. Rowling, qui a fait d'Harry Potter un univers total. Et ça va continuer en mettant l'auteur au cœur d'une offre multiproduit dont il sera, qu'il soit créateur de jeux vidéo, cinéaste ou écrivain, la base et donc la matrice à laquelle ça reviendra.
en partie par la cession de droits. Attends, on va d'abord demander à Mathieu, l'auteur, est-ce que tu es d'accord, l'auteur? Alors, ce qui m'intéresse effectivement, c'est de voir comment les auteurs peuvent augmenter leurs revenus de plein de manières. Et un des points que vous avez évoqué que je trouve intéressant, c'est la question des lectures musicales ou du spectacle. Et je crois que le fait que les auteurs aillent sur scène, ça se fait déjà, mais pas assez. Et un des points qui est important pour la Société des gens de lettres, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de lectures musicales qui sont organisées, par exemple, à la Maison de la Poésie, mais il n'y a pas une politique de tournée. Et moi, je pense que si on structure une politique de tournée sur toutes les régions, il y aura des enjeux financiers importants. Et c'est un enjeu aussi de formation. Il y a des auteurs qui ne savent pas parler sur scène. Et il y a par exemple un projet qui s'appelle le Live Magazine qui aide à des auteurs à aller sur scène. Donc je pense que ça, c'est un enjeu fondamental. Et il y a une vraie demande du public en plus pour ça. Et voilà. Mathieu, c'est votre prénom, n'est-ce pas? Ravi de faire votre connaissance, d'abord. Ensuite, ce que vous venez de dire, c'est juste de la musique à mes oreilles, n'est-ce pas? Puisque vous avez ici Clément Pelletier qui travaille chez Vivendi et qui, dans 8 jours, rejoint le groupe Editis et dont l'une des missions va être avec les équipes d'Editis de pouvoir accélérer tout ce qui nous permettra justement de pouvoir accompagner cette évolution. Et je vous citais Harlan Coben à l'Olympia, nous sommes aussi propriétaires du Théâtre de l'Œuvre et il y a aussi un certain nombre de sujets qui sont de sujets sur lesquels nous voulons dans tous ces domaines créer, mais très rapidement. Il s'agit d'ici la fin de l'année, sur un programme qui sera un programme 2020 et plus, d'avoir la capacité de rentrer dans ce domaine. Mais de la même manière, dans le domaine de l'écrit, on parle aussi des audiobooks. Les audiobooks sont en train de se développer de manière tout à fait importante. L'une des premières décisions que nous avons faites, c'est quand vous êtes un abonné à Canal+, et il y a 8 millions d'abonnés à Canal+ en France. Nous avons développé une initiative qui était une initiative Editis, qui est Lizzy, et qui permet de mettre en avant des audiobooks. Là aussi, l'audiobook, c'est une certaine forme, mais c'est un aspect qui permettra ensuite de revenir à la lecture de l'écrit. Donc nous sommes aujourd'hui dans un environnement qui est un environnement très divers et qui est très similaire, encore une fois, à ce qui s'est passé dans la musique. Le métier d'un label de musique, il y a quelque temps, c'était d'identifier les talents, de pouvoir produire effectivement les contenus et ensuite d'avoir la possibilité de les diffuser. C'était cette chaîne linéaire. Quand vous regardez aujourd'hui les labels de musique aujourd'hui est un partenaire du chanteur, de l'artiste dans tous ces développements et qui sont liés au spectacle, au touring, au merchandising, à la gestion des social media. Eh bien, ma vision, c'est de la capacité de pouvoir créer ce même environnement autour des différentes maisons d'édition, de l'évolution du métier d'éditeur, mais avec un plus grand commun dénominateur. Quel est-il? C'est de créer les conditions qui permettront aux hommes et aux femmes, auteurs, avec leurs éditeurs, de pouvoir rentrer effectivement dans un univers qui est un univers qui leur permettront, de pouvoir avoir du succès, et ensuite de penser leur métier et leurs revenus de manière beaucoup plus holistique que cela n'a été le cas jusqu'à présent. Merci. Patrick, j'ai juste envie de répondre et dire il serait bien que les opérateurs nationaux, à un moment, s'ouvrent au territoire. Et moi, quand j'entends la proposition d'un travail autour de la poésie contemporaine et un travail de diffusion, je dis à la SGDL, écrivez le cahier des charges dont vous avez besoin, et nous, opérateurs régionaux, on sera en capacité de vous dire quels sont les sites qui peuvent programmer ce type d'offres. Enfin, j'ai envie de dire, sortons de Paris et considérez qu'il y a des opérateurs sur les territoires qui sont tout à fait en capacité de répondre à des cahiers des charges sur de la diffusion territoriale. Merci Patrick. Comme on a beaucoup parlé de musique, je vais libérer Arnaud tout de suite, mais je vais tout de suite passer la parole. Je change entre vous deux, puisque Blaise Missler est le patron des relations institutionnelles de la SACEM et travaille beaucoup avec Jean-Noël Tron, avec lequel on a travaillé sur France Créative, sur toutes ces choses-là, etc. Donc, à toi pour tes 5 minutes. Merci Jean, bonjour à toutes et à tous. C'est vrai qu'en matière de gâteau, la musique a un message plutôt optimiste à partager, puisque comme le rappelait très justement Arnaud de Puyfontaine, il y a 10 ans, c'est une filière qui a cru disparaître, dont le gâteau s'amenuisait à vue d'œil avec la révolution numérique et une inclinaison à payer pour la musique qui était devenue très faible. Et puis aujourd'hui, 10 ans plus tard, grâce au streaming payant, avec des sites de type Deezer ou Spotify, grâce au spectacle vivant, la musique a retrouvé une forme d'équilibre économique et a donc retrouvé
son gâteau. Et ce, soit dit en passant, sans aucune forme d'aide publique, puisqu'on a parlé du Centre national du livre et du Centre national du cinéma. Le Centre national de la musique, lui, vient d'être créé et commencera à fonctionner au 1er janvier 2020. Donc toute cette mutation qu'a opéré la filière s'est faite pratiquement sans aide publique. Alors avec ce gâteau, comment s'efforcer d'en augmenter la taille ? D'une part, il est évident qu'il nous faut aller chercher du revenu qui corresponde aux usages, c'est-à-dire des revenus dans l'univers numérique. Et pour une société comme la nôtre, c'est évidemment le principal enjeu opérationnel. Je rappelle d'un mot ce qu'est la SACEM. La SACEM, c'est une forme de coopérative d'auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, mais aussi poésie, humour, doublage, sous-titrage, etc. Coopérative qui a deux grands métiers, un métier de collecte des droits d'auteur auprès de 600 000 clients utilisateurs de musique, le client allant de TF1 à YouTube en passant par le bar tabac du coin de la rue qui diffuse de la musique dans sa salle. Et deuxième grand métier, c'est un métier de répartition des droits ainsi collectés entre nos sociétaires et les sociétaires de sociétés sœurs avec lesquelles nous avons des accords à l'étranger. Le principal enjeu opérationnel pour la SACEM, c'est donc d'aller chercher du revenu dans l'univers numérique. La SACEM a commencé très tôt à contracter avec des plateformes, puisque le premier contrat avec un opérateur numérique remonte à 1999 avec un opérateur aujourd'hui disparu qui s'appelait francemp3.com. Et aujourd'hui, la SACEM a plus de 600 accords avec des plateformes qui utilisent son répertoire. Pour la première fois en 2018, le cap des 100 millions d'euros collectés dans l'univers numérique a été dépassé, et dépassé assez largement puisqu'on a atteint les 178 millions d'euros. Et nous sommes capables de répartir des droits d'auteur correspondant à chaque clic enregistré sur chaque plateforme avec laquelle nous contractons. Donc nous avons en 2018 manipulé plus de 11 000 milliards de données pour être capable de répartir aussi précisément que possible les droits collectés sur les plateformes numériques. Pour continuer d'augmenter la taille du gâteau, la seconde piste, c'est évidemment de disposer d'un cadre législatif qui soit à peu près favorable aux auteurs. Et c'est ce qui nous a conduit à mener une belle bataille en Europe au cours des quelques dernières années. Mathieu et Antoine en ont dit un mot. Au niveau européen, les choses ont souvent été compliquées, puisque la culture était regardée comme une lubie française, ce qui n'est jamais très bon, était regardée comme dérogeant au principe du marché commun pur et parfait. Et donc à Bruxelles, on a souvent passé notre temps à nous justifier et à ramer à contre-courant. Et je dois dire qu'il y a encore 5 ans, quand on se promenait dans les couloirs de la Commission européenne et qu'on suggérait l'idée qu'il puisse y avoir une forme de régulation de l'Internet et qu'on puisse poser un certain nombre de limites à ces géants du numérique dont il se trouve qu'ils sont tous extra-européens, on se faisait littéralement mettre à la porte des bureaux. Et je peux dire que la commission Juncker, quand elle avait pris ses fonctions il y a 5 ans, avait elle-même commencé dans des dispositions d'esprit assez défavorables à la culture et aux droits d'auteur. Alors nous avons travaillé à Bruxelles et à Strasbourg, nous avons travaillé toutes filières culturelles confondues, puisque c'était vraiment un enjeu qui dépassait le seul cinéma, le seul livre, la seule musique. C'était un enjeu commun à toutes nos filières. Et nous avons bataillé pour finalement obtenir une directive qui a été publiée le 17 avril dernier, directive qui va obliger les plateformes
à entrer en négociation avec des acteurs comme nous pour rémunérer de manière plus équitable les créateurs pour les contenus qu'elles exposent. Cette directive est très importante puisque c'est la première fois qu'on réussit à enfoncer un coin dans un principe de droit européen consacré en 2001, qui est le principe d'irresponsabilité des hébergeurs, qui jusqu'alors permettait à ces plateformes, et notamment aux GAFA, d'échapper à toute forme de responsabilité vis-à-vis des créateurs de contenu. Alors cette directive a été adoptée au niveau européen, il faut maintenant la transposer en droit français. Ce sera fait avec la loi audiovisuelle qui arrive en discussion au Parlement au début de l'année 2020. Mais je considère que par rapport à la situation d'il y a encore 5 ans, les choses ont plutôt progressé au niveau européen. Il y a une forme de prise de conscience des autorités européennes de la nécessité de mieux protéger la création. Et je dois dire que si l'Europe n'avait pas réussi à se mettre d'accord sur cette directive adoptée au printemps dernier, je crois qu'on n'avait plus qu'à tirer le rideau et à attendre de se faire définitivement subtiliser le gâteau. Un mot de la mandature qui vient de s'ouvrir. Certains ont noté à juste titre que la culture n'apparaissait dans aucun des portefeuilles des nouveaux commissaires. Quand on regarde les choses de manière un peu plus détaillée, on se rend compte que la culture est répartie dans les portefeuilles de 3 commissaires distincts. Maria Gabriel, la bulgare, Margaret Vestager, la danoise, Thierry Breton, s'il est confirmé, le français. Donc les choses ne seront pas simples, mais nous continuerons à travailler, toutes filières culturelles confondues, pour faire valoir nos droits au niveau européen et permettre que le gâteau continue de grossir. Merci beaucoup. Merci Blaise. J'ai eu peur qu'il soit presque aussi bavard que Jean-Noël Tron, si tu veux. Donc j'ai eu peur. Tu veux dire quelque chose en plus ? Oui, je voulais dire quelque chose, parce que effectivement, ce que l'on cherche tous, et Arnaud de Puyfontaine l'a dit aussi, c'est aller chercher des lecteurs là où ils ne sont pas aujourd'hui et augmenter effectivement la taille du gâteau, comme on le dit. C'est ça, l'endroit où se trouvent les lecteurs. C'est des manifestations comme celle-ci, il y en a 550 chaque année en France. Regardez, on n'arrive même pas à circuler tellement il y a du monde. Ce sont des lecteurs, ce n'est pas un concept à lecture, c'est quelque chose de tout à fait concret et on le voit ici. Et quand je vois Marc Lévy, Yasmina Kadra, Michel Bussy, il y a des barrières pour leur permettre d'avancer, c'est réjouissant. L'an dernier, monsieur le maire, j'avais lancé un appel pour les petits champions de la lecture, et en disant mais la ville de Brive n'est pas présente. Eh bien, elle l'est. Donc voilà, et c'est très bien. C'est 50 000 enfants de CM2 qui font un exercice de lecture à voix haute, et ça se termine au mois de juin par une grande finale à la Comédie Française. Voilà, et il y a 50 000 enfants qu'on fait, pour l'instant, on espère bien 100 000, 200 000, aidés bien sûr par le CNL, une manifestation qui forme les enfants à la lecture de demain. Et François Bunel, dans sa grande librairie, eh bien, il prolonge l'exercice de la 6e à la terminale, avec un exercice aussi de lecture à voix haute. Eh bien, tous ces gens-là qui lisent à voix haute, ils lisent devant des gens qui ont envie de lire comme eux, avec de la musique, avec du son, avec de l'image, mais qui liront, et ça, si on les forme dès qu'ils sont enfants, ils liront quand ils seront adultes. Merci Pierre. Alors pour conclure, il nous reste 10 minutes 50 secondes. 48, 47. J'ai gardé peut-être le meilleur, on ne sait pas, Guillaume, pour la fin. Sa maison d'édition s'appelle 100 000 milliards, ce qui est quand même sacrément ambitieux. C'est sûrement une des plus petites maisons d'édition qui existent aujourd'hui. Comment on va faire pour survivre avec toi ? On survit grâce à une seule chose qui est là, qui a été raconté par Monsieur de Puyfontaine, par Vincent, par Pierre, par tout le monde, et c'est l'avidité. L'avidité du public. Et l'histoire du gâteau, c'est très intéressant. Il faut l'augmenter, mais pas avec de la levure. Ça sert à rien. Il faut l'augmenter parce qu'on a tous faim et parce que surtout notre public, nos lecteurs, nos visionneurs, nos auditeurs, tout ce qu'on va, nos joueurs,
ont une soif incroyable d'histoire, de connaissances, de contenu. Et en fait, mon idée en créant 100 000 milliards, c'était de me dire que nous sommes en plein 19e siècle, tout est à faire. L'édition française date du 19e siècle, et ben on recommence. Et c'est cette idée-là, et c'est de répondre à cette avidité sous toutes ses formes possibles, et c'est ce que tous les acteurs font. Et avec l'idée quand même principale, essentielle, fondamentale, c'est que on parle de 360, donc de holistique, de ce cercle. Et en fait, je boucle la boucle avec tout ce qui a été dit. C'est que il y a le cercle, et au centre du cercle, qui fait partie du cercle, il y a un point, c'est l'auteur, c'est-à-dire c'est le créateur. Et il n'y aurait jamais eu Van Gogh si Théo Van Gogh n'était pas là, si son frère n'avait pas été là. Et donc, on est tous dans le même bain. Tout reste à faire. Je suis très, très optimiste. Comme les chiffres qui ont été évoqués par Pierre et Vincent au départ, comme les idées qui ont été annoncées, c'est formidable. Et aller chercher des publics et des lecteurs avec cette petite machine-là, moi je trouve ça assez excitant. Vincent a parlé de croissance externe. Moi je cherche aussi, par exemple, je vais chercher dans la francophonie. On a accès au monde aujourd'hui. C'est quand même hallucinant cette histoire. On passe en fait d'un monde de consommation locale à un monde de choix international, et le monde nous attend. Parce que ce qui a été évoqué, c'est vrai. Ça avait été dit l'année dernière, c'est Vincent qui disait ça, la France est le pays de l'édition dans le monde. Je pensais que c'était l'Allemagne, mais non, c'est la France. C'est phénoménal. Et les Chinois nous attendent, les gars, donc on va y aller, quoi. Voilà. Merci. Merci. Juste un Vincent. point, c'est très important la francophonie là, parce que en fait, quand on connaît bien le monde africain francophone, il y a eu un saut technologique total. Et l'environnement des affaires n'était pas du tout sécurisé sur le livre papier. On ne pouvait que très difficilement être présent en livre papier parce qu'on se faisait pirater à mort. Le numérique nous permet de ne pas être piraté. Il nous permet de verrouiller nos systèmes et de vendre, parce que comme il y a eu un saut technologique, les jeunes d'Afrique, ils lisent là-dessus, directement. Ils ont fait un saut direct du livre papier à ça. Et ça, on peut vendre en sécurisant l'environnement des affaires. Donc là, c'est un marché de 570 millions de personnes dans 10 ans. Donc voilà, c'est un marché extrêmement important. Bon, c'est maintenant, vous avez compris, qu'on aborde vraiment les sujets intéressants. Donc, c'est maintenant qu'il faut qu'on s'arrête. Merci à tous d'avoir été avec nous. Je crois que là, c'est particulièrement dense. Vous pouvez retrouver tout ça sur la chaîne YouTube que va installer Corrèze Télévision. En les remerciant, ils ont tout enregistré, on peut tout revoir. Et merci Arnaud de Puyfontaine d'avoir... Mais merci d'être à Brive, parce que et puis il faut que vous reveniez tout le temps à Brive. C'est la plus jolie ville du monde, Brive. Mais vous le savez, vous le savez. Merci à vous d'avoir été là. Les questions, on n'en a pas eu le temps d'en poser trop. Daniel voulait... Mais il a répondu à ta question sur le lectorat des enfants. Tant pis pour toi. Merci, bon appétit.